Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Surtout, bienvenue à cette édition du journal dont voici tout de suite le sommaire. Environ une vingtaine de victimes dans le rang du M23, des morts, des blessés et même des capturés sont signalés à Bunagana, c'est au nord Kivu. Ces derniers ont été acheminés en lieu sûr pour des interrogatoires. Leur arrestation intervient après des violents affrontements entre les FARDC et les rebelles dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 mars 2022. Dans ce journal, nous parlerons également de ce soulèvement des motocyclistes œuvrant en plein centre-ville de Lubumbashi. Ce mardi 29 mars, ils protestent contre la décision du maire les obligeant à quitter le centre-ville vers les périphéries. Ces derniers étaient visibles sur différentes avenues du coin de Lubumbashi. Encore une fois, bienvenue. On ouvre cette édition du journal par cette information en bref et en images. Ce mardi 29 mars, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé au 19e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté d'Afrique de l'Est par visioconférence. L'adhésion de la République démocratique du Congo comme 7e pays membre de cette organisation sous-régionale était à l'ordre du jour. Et dans son discours d'acceptation, Félix-Antoine Tshisekedi a proposé la création d'une nouvelle institution au sein de l'organisation qui sera chargée de l'environnement, des ressources naturelles ainsi que des mines. Et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est improvisé à la réunion de la Commission économique et financière du développement qui se tient chaque mardi au ministère du Plan. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a voulu participer aux discussions car la situation de l'économie nationale est impactée par la crise entre l'Ukraine et la Russie. Beaucoup plus de détails avec Augustin Célestin Mgonza et Dieudonné Kaninda. Mardi 29 mars 2022, le cortège du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge fait son entrée au ministère du Plan. Accueilli par le ministre d'État en charge du Plan, Christian Mando Simba Kabulo, et vu l'importance des sujets inscrits à l'ordre du jour, le chef du gouvernement est venu présider personnellement la réunion de la Commission économico-financière du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, au centre des discussions, l'incidence de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur l'économie nationale, précisément dans le secteur du céréal. Nous avons une situation internationale qui est due à la guerre de l'Ukraine et la crise Covid, qui fait qu'il y a une pression qui a été constatée à travers le monde sur les prix. Et donc le Premier ministre a jugé qu'il était important qu'on prenne des mesures urgentes de manière à pouvoir calmer la spéculation qui tend à se mettre en branle au niveau des marchés. Donc les mesures seront communiquées incessamment d'ici la fin de la semaine. Ce sont des mesures importantes pour stopper la spéculation et accroître notamment aussi la production locale qui est le seul moyen pour nous d'avoir une résilience en interne. merci à tous. La commission économico-financière est pratiquement le poumon du gouvernement pour la stabilité de l'économie nationale. Des réflexions se poursuivent en sous-commission afin de peaufiner des stratégies pour que la guerre russo-ukrainienne ne paralyse pas l'économie de la République démocratique du Congo. Et on va rester à Kinshasa pour cette fois parler de nous-mêmes. Journalistes spécialisés en matière parlementaire ont décidé de constituer en une plateforme dénommée Presse parlementaire du Congo. Cette nouvelle structure a fait sa sortie officielle. C'était le week-end dernier. À l'occasion, 3 femmes journalistes ont reçu le diplôme d'émérite, parmi lesquelles Dorine Niembo. Elle est journaliste de Nyota Radio et Télévision. Suivez ce reportage.
Ils ont tous fait le déplacement pour la paroisse du Sacré-Cœur de la Gombe à Kinshasa. Les chevaliers de la plume des différents organes de presse et associations des journalistes, les ONG des droits de l'homme ou encore les représentants de l'Assemblée nationale, du Sénat et de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, tous ont tenu à être présents à la sortie officielle de la presse parlementaire du Congo, PPC en sigle. L'officiant du jour qui a tiré sa prédication du livre de Osée a exhorté les journalistes parlementaires à traiter sans complaisance les informations de la deuxième institution du pays. Prenant la parole à la fin du culte, Justin Kifuta, président de la PPC, apporte quelques éclaircissements. La presse parlementaire du Congo, une structure qui n'est pas à confondre avec la cellule de communication de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Mais elle est condamnée en tant qu'une association sans but lucratif qui encadre les professionnels des médias spécialisés en matière parlementaire à bien collaborer avec les cellules de communication précitées. Coïncidant avec le mois de mars dédié aux droits de la femme, 3 d'entre elles ont bénéficié des diplômes d'émérite. Dorine Niembo, journaliste à Nyota Télévision et secrétaire générale de la PPC, est l'une des bénéficiaires. Je profite de l'occasion pour remercier aussi le président et toute son équipe parce qu'ils ont quand même reconnu les efforts de la femme journaliste. Présent lors de cette cérémonie, Maître Georges Kapiamba, président de l'ONG ACAJ, loue la démarche des jeunes journalistes et dit attendre beaucoup d'eux. Je vous considère comme des acteurs importants dans la construction de la conscience des Congolais en ce qui concerne leur participation à la vie politique, leur participation à la gestion des affaires de leur pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que les parlementaires ne sont que des représentants. Et les citoyens ont le droit de savoir qu'est-ce que leurs mandataires qu'ils ont envoyés à l'hémicycle, au palais du peuple, font en ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions de vie. À noter que la sortie officielle de la PPC n'est qu'un début du combat visant à remettre de l'ordre dans le traitement des informations parlementaires. Et puis, cette information en bref et en images au Nord Kivu, on signale les rebelles du M23 qui sont en débandade et ce mardi 29 mars 2022, plusieurs ont été capturés par la coalition des FARDC et de l'armée ougandaise à Bunagana. Des morts, des blessés et des capturés, tous entassés dans une jeep ougandaise, ont été acheminés en lieu sûr pour être interrogés par les services compétents. Entre-temps, Bunagana reste occupé par les éléments FARDC. Et dans ce même registre, Chanzu et Runyoni, deux localités de l'Est de la République démocratique du Congo, où ont éclaté des affrontements entre les forces loyalistes et les rebelles du M23. Le lundi 28 mars dernier, le porte-parole des FARDC dans le Nord Kivu a indiqué l'arrestation de 2 militaires rwandais opérant en complicité avec les rebelles du M23. Faut-il s'attendre à une nouvelle dimension à l'Est de la République? Des questions que se posent beaucoup d'analystes dans ce pays. Et je vous propose ce commentaire que signe Ben Kaimbe. Depuis novembre de l'année passée, l'on dénombre au moins 11 attaques attribuées aux rebelles du M23 dans le Nord Kivu. Selon le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouvernement du Nord Kivu, 2 militaires rwandais opérant avec les rebelles auraient été arrêtés lors des affrontements du dimanche 27 au lundi 28 mars 2022. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Abiyarimana Jean-Pierre, matricule AP 27779, et du soldat de rang Ouageneza Mouhindi John alias Wadje. Des accusations que rejette l'armée révolutionnaire congolaise ou le mouvement du M23. Akangaka bango nakibumba. Nasanza ya yambo. Ndenge na silikoloba bino. Mobu eyi. Le 27 janvier, précisément. Et même le gouvernement rwandais. Déjà, en 2012, ce groupe rebelle avait déjà occupé la ville de Goma. Cette résurgence du M23 n'est pas une surprise, selon John Jesse, un analyste politique de Lubumbashi.
Nul n'ignore que le Rwanda a toujours été cité, même dans des rapports de la communauté internationale, le Rwanda a été indexé comme l'organisateur de la déstabilisation de la République démocratique du Congo à l'Est. Mais il est quand même un peu sidérant de constater que le pouvoir en place aujourd'hui était en train de vouloir laver pratiquement le Rwanda de cette responsabilité. Pour Fidèle Etoyi, chercheur en relations internationales, au-delà d'être un rapport de puissance, l'incursion du M23 exige des mesures efficaces de la part de la RDC pour y faire face. Donc pour résoudre cette situation, nous devons avoir une approche beaucoup plus globaliste. Quand on fait face à une situation de terrorisme, il faut amener une approche où on associe la population qui dénonce, l'État qui doit avoir la force et les États de la région dans la collaboration, dans l'échange des informations. Avec la dernière confrontation, le nombre de déplacés de guerre ne fait qu'augmenter dans la partie est de la RDC. Cette fois, c'est vers Bunagana, à la frontière avec l'Ouganda, que la population de Tchanzu est allée se réfugier. Je l'ai annoncé au sommaire, les motocyclistes qui œuvrent en plein centre-ville de Lubumbashi sont montés au créneau ce mardi 29 mars 2022. Ces derniers refusent d'obtempérer à la décision de la mairie de Lubumbashi, celle de quitter le centre-ville vers les périphéries de Lubumbashi. Suivez cet élément de Suzy Ogolilo. Aucun bureau d'encadrement des motocyclistes ne peut fonctionner au centre-ville de Lubumbashi. Une décision de l'autorité urbaine annoncée ce mardi 29 mars 2022 après la fermeture des bureaux de toutes les associations, marquant ainsi la suspension du comité de la LITEM4 et la SEMCO qui n'ont pas sensibilisé leurs membres sur le respect de la décision de l'autorité urbaine interdisant aux motards d'exercer les activités au centre-ville de Lubumbashi. Déjà ce matin, les motocyclistes, pour une cause non encore connue, ont attaqué le bâtiment abritant la mairie de Lubumbashi. Ils ont cassé les vitres du bâtiment ainsi que les pare-brises des véhicules avec leurs projectiles. Un acte qui prouve le manque du sérieux et d'un civisme et pourtant le respect et la protection de biens communautaires font partie des piliers de la démocratie. Selon des sources policières, 60% des cas d'accidents seraient causés par la non-respect. Selon des sources policières, 60% des cas d'accidents seraient causés par la non-maîtrise du code de la route et les motards constituent la catégorie de ceux qui circulent sur la chaussée sans aucune notion du code de la route. Dans l'entretemps, le maire ad intérim de Lubumbashi, Lauriane Kalombo Mwewa, promet d'arrêter tout motocycliste ainsi que son passager qu'on surprendrait au centre-ville de Lubumbashi. Et au quartier Kalouboué 2, la coupure du courant électrique se laisse observer depuis plus de 2 mois. Pour ce faire, plusieurs activités qui nécessitent les courants électriques sont paralysées. Il s'agit d'un manque à gagner pour les commerçants et cela malgré le paiement des factures distribuées à chaque fin du mois. Beaucoup plus de précisions avec Priscille Moueloir. Il est pratiquement impossible de se procurer des vivres frais au quartier Kalouboué 2. Cela résulte de la coupure du courant électrique observée depuis plus de 2 mois dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Toutes les activités nécessitant l'énergie électrique sont paralysées, notamment la vente des vivres frais. Gilbert Moulongo, un commerçant de la place. Et vous voyez vous-même, nous avons le quoi, nous vendons du poisson. Pour le moment, ils nous ont tellement bloqués pour laisser vendre les poissons. Aussi les boissons fraîches pour les gens là qui aiment vraiment le sucré. Ici, ça nous complique vraiment avec les courants. À cela s'ajoute le dysfonctionnement des salons de coiffure. Hors caméra, une coiffeuse précise que les clients se pointent à compte-gouttes. Il s'agit d'un manque à gagner, car tous les matériels ne sont opérationnels qu'avec le courant électrique. À en croire quelques habitants, la cause de ce manque de courant au quartier Kalouboué 2 serait la défectuosité du transformateur. Entre-temps, les factures continuent à être soldées. Mwanda Nsemi, encore le syndrome de 2007, c'est le titre phare du numéro 1232 du journal La République. La rubrique lue pour vous, c'est tout de suite avec Pascal Mwangala Marmota. Mwanda Nsemi, encore le syndrome de 2007, s'interroge Omer Zongo Dielema,
Dans sa réflexion à lire sur la page 8 dans la rubrique La Plume des Autres du journal La République numéro 1232 paru à Kinshasa le lundi 28 mars 2022. Bienvenue mesdames et messieurs à votre Le Pour Vous sur votre chaîne. En 2007 au Congo central, il y eut de gros troubles entre FRDC-PNC d'un côté et éléments BDK de l'autre. En 2008 à Kinshasa, il y eut de gros affrontements entre FRDC-PNC d'une part et les militaires et policiers restés fidèles à Jean-Pierre Bemba d'autre part. 15 ans après, dès l'annonce le 19 février 2022 de la candidature de Nemwanda Ntsemi au poste de gouverneur de la province du Congo central en remplacement d'Atou Matubwana, l'opinion avertie s'est tout naturellement souvenue des événements de 2007 et 2008 survenus à l'ouest du pays. Les appréhensions se justifient par l'acte posé par la hiérarchie de BDM, le bras politique de BDK, en autoproclamant anticipativement en plus la victoire du candidat Nemwanda Ntsemi au scrutin du 6 avril prochain, avant même la tenue du scrutin. Lorsque, par exemple, 2 districts se partagent les postes de gouverneur et vice-gouverneur, le 3e prend la tête de l'Assemblée provinciale. C'est la remise en cause de ce partage équitable et équilibré qui fut à l'origine des incidents de 2007, les candidats Fouka Unzola Mwanda Ntsemi étant des cataractes. Il ne faudrait alors pas répéter cette erreur pendant qu'on sait très bien que les mêmes causes produisent les mêmes effets, avertit le confrère. Sur la page 2, à Bukavu, une société achète les déchets pour lutter contre la pollution du lac Kivu, renseigne le confrère. La société Full Development Agency, une société spécialisée dans la collecte et transformation des déchets, invite la population de la ville de Bukavu à vendre les ordures ménagères, notamment les déchets plastiques, au lieu de les jeter dans les caniveaux ou dans le lac. Une situation qui est à la base de coupures intempestives d'électricité dans la ville de Bukavu. En fait, les déchets, surtout plastiques, entravent le bon fonctionnement du barrage Ruzizi 1. La plupart des déchets ménagers se retrouvent dans le lac Kivu et échouent au niveau de la centrale. Enseignement supérieur et universitaire, grève des professeurs, l'épilogue, s'interroge le confrère sur la page 4. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a fait savoir que son gouvernement s'est engagé à offrir des meilleures conditions de vie et de travail aux professeurs ainsi qu'à tous les acteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Saluant le lancement effectif des travaux de la commission paritaire, vendredi 25 mars 2022, le Premier ministre a indiqué que cela s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent en vue d'assurer une année académique apaisée, a-t-il dit. Il pense que des solutions appropriées et pérennes seront trouvées à l'issue de ces travaux en commission paritaire, gouvernement, banque syndicale de l'ESU. Sur la page 5, développement rural, la France et la Belgique offrent 10 millions d'euros à la Chopo, écrit le confrère. Dans le cadre du projet GIFT, l'Agence française de développement et l'Agence belge de développement ont décidé d'appuyer à hauteur de 10 millions d'euros l'insertion, la formation agricole et rurale dans la province de la Chopo pour une durée de 4 ans. Au total, 1500 apprenants par année scolaire et 200 membres du personnel bénéficieront d'une formation dispensée dans des centres réhabilités et les communautés locales de services d'appui, conseils techniques agricoles plus efficaces et d'un renforcement des compétences des organisations paysannes avec une attention particulière aux organisations féminines. Un mot de culture sur la page 10 pour terminer. Ferregola, un démarrage prometteur pour Dynasty, titre Le Confrère. Sorti le vendredi 25 mars 2022, Dynasty, le 6e album solo de Ferregola, réalise des chiffres plutôt encourageants dans les charts. Les titres de ce disque pèsent plusieurs chiffres sur les plateformes digitales dédiées à la musique.
Sortir de sa zone de confort s'avérait inéluctable pour prouver ses autres capacités d'artiste performeur capable de s'adapter à n'importe quel style. Avec 18 titres, au rythme varié, le Padre a un peu plus marqué les esprits dans cet album qui, en 24 heures, a pu réaliser un démarrage encourageant dans les charts. Seulement, sur Spotify, Dynasty a accumulé plus de 71 112 streams. 8 de ces nouvelles chansons ont pu dépasser les 1000 écoutées. Ferregola est également présent dans les classements digitaux du monde. Sur Apple Music, son album Dynasty occupe la 2e place en RDC, la 2e au Congo-Brazza, la 2e en Angola, la 3e en Côte d'Ivoire, la 12e place au Cameroun et la 29e en Belgique. Et c'est la fin de Ce lieu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Par ici s'achève cette édition du journal, mesdames et messieurs. À vous tous, je dis sincèrement merci de l'avoir suivi.